d'abord, j'adresse mes vifs remerciements au CCNE, qui nous a fait l'honneur de nous inviter à cette rencontre. Donc, Si Mohamed Tassi est d'abord docteur en esthétique et en sciences des techniques et des arts. Il a occupé pendant 35 ans la fonction de directeur des affaires culturelles à l'Institut du monde arabe à Paris. Sa contribution a été décisive dans la mesure où il a permis une meilleure connaissance de ce qu'on appelle la culture arabe. Il a été aussi doyen de l'Université Euromède de Fès. Dans le cadre de ce mandat, il a pu créer d'abord la faculté des sciences humaines et sociales, et puis il a été à l'origine de la création d'une école doctorale. Il est également auteur de plusieurs ouvrages. Je citerai quand même le premier qui a été diffusé à 50 000 exemplaires, c'est Les villes impériales du Maroc. Ensuite, il a publié un ouvrage sur Fès, La ville essentielle, en 2003. Alors, vous faites le lien peut-être avec l'ouvrage qui est l'objet de notre rencontre et qui est un peu l'aboutissement d'un travail de maturation, d'approfondissement, de réflexion, d'enquête, etc., à partir de l'ouvrage publié en 2003. Le temps de Fès, du mythe à la métropole, paru la semaine dernière, toujours chez Malika, qui fait un travail remarquable. Elle est parmi nous. Dire tout le bien qu'on peut penser de ce que vous faites, Madame Slaoui. Si vous avez l'occasion de visiter son stand, vous verrez, c'est des bijoux. Sur ma gauche, Jean-Claude Sintas. On est ravis d'avoir parmi nous, dont le profil aussi est d'une grande richesse. Mais avec son accord, il m'a dit « tu peux réduire ». Donc je vais réduire. Et il se définit lui-même comme andalou d'origine, français d'adoption et marocain de cœur. Voilà donc une image fabuleuse de ce qu'on appelle la multi-appartenance culturelle. Et donc, il est écrivain, poète, typographe, photographe et réalisateur. Et il a eu l'intelligence d'inventer un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire de la langue française. Je l'ai cherché, il n'y est pas encore. Donc, il est en train de se battre pour faire reconnaître ce néologisme. Et donc, il se définit comme un chant-poète. On a un seul mot, chant-poète. C'est un poète qui chante et c'est un chanteur qui fait de la poésie. Mais il ne fait pas que ça parce qu'il est beaucoup plus riche que ça.
Sa présence à cette rencontre est légitime à plusieurs titres. Je mentionnerai quand même 2 facteurs de légitimité de sa présence parmi nous. D'abord, cette magnifique sélection de photos que vous allez retrouver dans cet ouvrage. Elles sont vraiment belles. Je l'ai dit même en son absence, donc il n'y a rien de complaisant et vous le constaterez par vous-même. Sa légitimité, c'est par rapport à ce qu'on peut appeler des relations charnelles qu'il entretient avec la ville de Fès, au même titre que mon ami Najib. Ça c'est une autre affaire. Un lien donc charnel avec cette ville de Fès, comme en témoigne un document qui a été diffusé 2025, mais qui a été fait bien avant. Écoutez bien le titre. Tout est dans le titre. Fès, ma belle, ma délicieuse. Fès, ma belle, ma délicieuse. À bon entendant, salut. Chers amis, il n'y a que des amis. Parce qu'on est dans une réunion presque familiale. Hein. Ben, merci beaucoup d'être venu pour la présentation de ce livre. Je remercie bien sûr mes éditeurs, Malika, Cilia Zami, d'avoir accepté d'aider cet ouvrage. C'est fait le 2e. Merci beaucoup. C'est aussi merci pour ta ville natale, Fès, comme dirait mon ami la délicieuse. Ce livre vraiment m'a demandé beaucoup de travail, hein, parce que ça fait plus de 40 ans que je travaille sur les Médinas et sur les villes anciennes du monde arabo-musulman. La présentation de mon livre, du livre de Si Mahmoud Talsi, je le ferai sur 2 axes, sur la forme et sur le fond. Très rapidement, sur la forme, la beauté du style, la qualité de l'écriture. Et là, vous n'êtes pas dans un travail rédigé dans le langage des sciences humaines, qui est un langage extrêmement codifié,
qui ne laisse pas de place aux émotions, à l'imagination, à la sensibilité, eh bien, Si Mohamed a transgressé la règle propre aux sciences humaines, parce que l'urbanisme est une discipline qui fait partie de la branche des sciences humaines. Donc, une belle écriture. On a même par moments, on a envie de lui dire, arrête d'écrire des livres sur l'urbanisme et deviens un poète. Parce qu'il y a de la poésie dans la manière de décrire cette ville. L'autre aspect sur la forme, c'est ces magnifiques photos, source d'émotion indéniable par la chaleur des couleurs. C'est entre autres un de ses métiers, donc il sait aussi mettre en valeur les couleurs, etc. La perspective, le jeu des lumières et des contrastes. De très très belles photos. Alors l'autre élément concerne le fond. Alors, la première chose qui frappe le lecteur, c'est la grande érudition. Et cette érudition est au service de l'exploration de l'essentiel des sources disponibles sur la ville de Fès. Deuxième élément concernant le fond, Si Mohamed a fait ce que doit faire n'importe quel chercheur digne de ce nom. Il a fait un travail de déconstruction. Pardon d'adopter le défaut de l'enseignant. Je vais définir le concept qui nous vient de Nietzsche, puis après il est arrivé en France par Derrida, etc. Passons sur le détail. La déconstruction n'a rien à voir avec la destruction. On déconstruit, on interroge le bien fondé, la légitimité d'un concept, d'une théorie, pour dire, eh bien, je pense qu'il y a des choses à revoir. J'interroge, évidemment, le concept, le modèle, la théorie, c'est ce qu'a fait Si Mohamed. Alors, pour faire un travail de déconstruction, il faut travailler. Je dois administrer la preuve de ce que j'avance et qui va à l'encontre des idées reçues, des mythes, des récits mal documentés ou sous-documentés. Alors, pour cela, il convoque l'histoire, l'archéologie, l'urbanisme, la sociologie, la science politique, l'anthropologie et le recours aux archives. Le vrai travail de l'historien, il est entre l'archéologie et les archives. Moi, pour moi, et qu'on discute depuis plus de 20 ans, il est l'héritier de ce qu'on appelle l'école des annales. Mais pas que l'école des annales des origines, des Brodel, des Marc Bloch, etc. Il est dans l'école des annales telle qu'elle évolue et qui continue à faire un travail tout à fait remarquable. Donc, pour qu'on ait sur cette filiation méthodologique, l'école des annales, on retrouve des concepts, le concept de la longue durée. Il n'écrit pas, mais il le pratique. L'histoire matérielle, on va regarder des supports matériels, parce que le support matériel raconte parfois plus de choses qu'un écrit qui est évidemment travaillé par la mémoire, par des grilles de lecture, etc. Et donc c'est tout le contraire de ce qu'on a appelé pendant au moins un siècle et demi l'histoire positiviste, et on raconte surtout les grandes victoires, les guerres et les grands événements. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas du substrat historique qui est la société, ses différentes composantes, sa création, sa capacité à construire, à innover, à écrire, etc. etc. Parce que Metalsi interroge un certain nombre de données qui sont dans l'historiographie nationale depuis des siècles. Dans une histoire, ce qu'on appelle le roman national, il y a forcément ce qu'on appelle des mythes. Il n'y a pas de société qui construit une histoire sur elle-même sans la référence à des mythes. On les appelle, les anthropologues appellent les mythes fondateurs. On a tous besoin d'avoir. Mais un mythe, ça s'interroge, ça s'analyse, et puis il peut être soumis à discussion. Qu'il se rend un peu dans la tradition de Gaston Bachelard, le père de l'épistémologie française. Cette phrase que j'ai répétée 102 fois, la science évolue d'hypothèses rectifiées en hypothèses rectifiables. Alors, quelle est la raison qui t'a poussé à t'intéresser à Fès? Tanger et Fès sont deux paradigmes opposés de l'histoire urbaine du Maroc.
Tanger, elle est caractérisée par une chose flagrante. D'abord par la discontinuité et les ruptures dans l'histoire linéaire. Elle a plus de 2000 ans. Création phénicienne, création phénico-berbère. Hein, parce que toujours les étrangers qui créent chez nous, nous ne créons jamais rien. Donc, sa situation géographique a contribué à son histoire, à la configuration de toute son histoire. Parce que Tanger ne peut pas cultiver, développer une ville qui va croître, qui va rester, qui va se sédimenter, etc. C'est une ville détruite tout le temps. Elle a été brûlée, elle a été conquise par des puissances étrangères, des puissances européennes, des barbares, et ainsi de suite. Donc, Tanger aujourd'hui, la Médina, je parle, parce que Tanger 26 hectares. 26 hectares. Depuis l'époque romaine. D'après les recherches archéologiques, ce n'est pas un discours. 26 hectares, et pas plus. Fès, la Médina, Fès le Beli, Fès Jdid, 380 hectares. Marrakech, 600 hectares, cadre bâti, et 1000 hectares et quelques avec les jardins, les agdals, etc. Parce que Marrakech a été construite pour l'Empire. Le Fès, 380 hectares avec Fès Jdid, la ville royale, et ainsi de suite. Tanger, 26 hectares. Il a connu sa nouvelle renaissance à partir de 1684. Parce qu'il a été repris par les Berbères du Nord, ce qu'on appelle les Rifins, à l'époque de Boulay Ismaïl. C'est eux qui l'ont habité quand ils ont fait évacuer la ville qui a été bombardée, ils l'ont reconstruite et ainsi de suite. Et au 19e, 20e siècle, par des Européens, des Américains et ainsi de suite. C'est devenu une ville internationale. C'est une ville qui a été beaucoup appréciée par les étrangers, par le regard étranger, dans la peinture, la littérature, le cinéma et ainsi de suite. Fès, c'est tout le contraire. Donc Fès, elle est dangereuse pour l'historien. Parce que il faut faire attention à tous les récits qui ont été écrits sur Fès. Abizar al-Fassi a raconté plein de contes pour enfants, qui ont d'ailleurs nourri le roman national marocain du XXe siècle. Pour moi, ce n'est pas un scientifique, c'est un conteur. Donc beaucoup de livres qu'on voit circuler partout, les livres d'art écrits par des journalistes, des écrivains français, ils racontent le mythe. Donc c'est une ville qui a été prise comme capitale plusieurs fois. À l'époque mérinide, une vraie capitale, parce que l'époque idrisside, je la mets entre guillemets, on va en parler. À l'époque alaouite, par intermittence avec Marrakech. Mais pour moi, le vrai démarrage de l'islam sunnite, malikite, impérial, c'est Marrakech. D'ailleurs, le nom lui-même, Marrakech, Maroc, vient de Marrakech. C'est un mot berbère. Donc, nous, on a construit notre début d'histoire par les Idrissides, mais on va voir qu'il y avait un problème. Donc, c'est une discontinuité pour Tanger et une continuité sédimentée, ce que j'ai appelé un chapitre palimpseste de Fès. Tout est inscrit dans la pierre de Fès. La parole, parce que les pierres parlent, les édifices parlent, les tracés des ruelles parlent, l'organisation des configurations, le qsba, les portes, les grandes rues, les bureaux secondaires, comment elles s'appellent, les impasses, les maisons simples, les maisons moyennes, les grandes riades, les grands palais. Tout ça, c'est un alphabet, c'est un langage, un texte que toutes les sociétés fascistes, quand j'ai dit les sociétés fascistes, c'est depuis des siècles. Et toutes les dynasties ont marqué cet espace comme un langage. Mais aussi, je me suis intéressé au silence. Parce que dans l'harmonie, en musique ou en architecture, quand la note s'arrête, ça veut dire quelque chose. La civilisation marocaine, ce qu'on appelle Maroc aujourd'hui, parce que le mot Maroc, c'est un terme très récent, appelé Mamlakat Marrakech, Mamlakat Fès, l'empire chérifien, les frontières, l'idéologie nationale, tout ça, c'est le XXe siècle. Donc, c'est une importation de l'Occident, de la France, qui était un des protagonistes de l'idéologie nationale et des frontières en Afrique du Nord. Donc Fès a cumulé depuis 1000 ans et quelques, 1200 ans si vous voulez, a cumulé un langage riche, un texte riche,
il y a un patrimoine. Voilà. Et moi, j'ai interrogé ce patrimoine matériel en le comparant aux disciplines scientifiques et aux textes et aux archives. Alors, je vais me tourner vers Jean-Claude. Et Jean-Claude, tu es quelque part co-auteur, parce qu'on peut écrire, on peut aussi... Voilà. Donc, dis-nous un petit peu, en une phrase ou deux, ce qui t'a amené donc, à être un peu dans cette aventure éditoriale. Et puis, tu as choisi de partager avec nous un petit texte. Merci. Oui, merci. En tout cas, le seul fautif, c'est Mohamed Metalsi. C'est lui qui m'a appelé pour que j'aille faire de l'archéologie dans les 20 000 photos sur la Médina de Fès et Fès depuis 25 ans. Donc j'ai cette donnée artistique et historique, et notamment de tout l'art islamique marocain, et en particulier à Fès, puisque c'est à partir d'André Paccard, pour ceux qui connaissent, qui est un peu ma Bible de l'art islamique marocain, que j'ai fait toutes ces photos. Donc je suis un poète de la photo. Voilà. Je voulais simplement rappeler, Abdellah, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, je suis aussi auteur d'une vingtaine d'ouvrages, juste pour la petite histoire. Et sur Fès, de plusieurs ouvrages, y compris du film en question, qui vient d'être primé encore aux musiques sacrées et au Festival de la culture soufie de Fès. Mais ce qui m'a plu dans le travail de notre expert en urbanisme et en esthétique, notre ami Mohamed Metalsi, c'est que, au-delà de son expertise, qui est réelle, qui est connue, qui est reconnue, il a aussi une plume. Ça n'est pas juste un technicien de l'urbanisme, c'est aussi quelqu'un qui a une plume. Et tout à l'heure, il parlait de palimpseste. Alors le palimpseste, c'est les strates historiques, archéologiques de l'histoire, c'est-à-dire que l'une efface l'autre, mais ces traces existent toujours. Et lui, c'est son boulot. Son boulot, c'est d'aller retrouver toutes ces traces qui ont été effacées et de remettre l'histoire dans le droit chemin. C'est son cœur de cible, c'est sa passion même, c'est sa passion. Alors je voudrais lire une partie de ce palimpseste et essayer éventuellement de faire ressortir la plume de Mohamed. De la colline des Mérénides, la ville se déploie comme une longue respiration de pierre et de lumière. À perte de vue, la vallée de l'Oued Fès s'étire sous un ciel changeant, au creux d'une ceinture de collines où la cité s'est levée, attentive et secrète. Au printemps, ses pentes rousses se couvrent d'un vert fragile, parsemé de fleurs jaunes et de coquelicots. En été, la chaleur les dénude et le vent du Saïs, sec et lumineux, balaye les derniers reflets d'ombre. L'air liquide du matin se charge à midi d'un éclat presque minéral avant de s'adoucir au crépuscule lorsque la lumière glisse lentement vers les remparts et les toits plats. Alors, la ville se lit comme une calligraphie tracée sur la terre. Chaque trait, chaque relief semble une lettre d'un texte ancien que le temps n'aurait jamais effacé. Au nord de Fès, parmi les oliviers noueux, les cactus et les agaves, les tombes mérénides veillent sur la cité. Elles dominent un cimetière étagé qui descend jusqu'au Bab Gissa, où la blancheur des pierres se mêle à la poussière dorée. Des siècles plus tard, les voyageurs européens des temps modernes, Léon l'Africain, Marmol, Mouette, Roland, Calier, exprimèrent à leur tour leur émerveillement. Fès n'est pas bâtie sur les ruines d'un passé étranger. Nulle cité phénicienne, romaine ou punique ne l'a précédée. Elle n'a pas pris la place d'un autre monde. Elle s'est engendrée dans sa propre foi, dans sa propre vision. Née de l'islam, elle fut la première ville du Maroc à naître dans le cadre spirituel et politique de la civilisation musulmane. Et cela, elle n'est pas seulement une fondation urbaine, mais une fondation d'ordre symbolique
l'expression d'une communauté nouvelle, réunie par la langue, la prière et la loi. Merci infiniment pour cet extrait. Alors, un extrait très représentatif de la tonalité poétique, mais qui ne cède en rien à la rigueur scientifique qui est le cap que ne perd jamais de vue c'est Mohamed. Alors, Comme je viens de dire, que pour moi, Fès, pas simplement la Médina, parce que beaucoup de gens pensent que Fès, c'est la Médina. Le Maroc moderne, c'est Fès, Médina, Fès colonial et Fès postcolonial. C'est-à-dire entre 380 hectares à 11 000 hectares. Voilà. Donc le Maroc d'aujourd'hui, c'est les 11 000 hectares. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que le patrimoine, le cadre bâti parle. C'est un langage. Eh bien, quand j'ai commencé à travailler, j'ai juste mis en doute. Maintenant, je suis allé plus en profondeur parce que j'ai bien travaillé sur l'archéologie, la numismatique, les sondages, l'anthropologie historique, etc. J'ai commencé à trouver des hypothèses intéressantes. Je me suis dit, pourquoi il y a, dans ce langage patrimonial, il y a un silence? Les Idrissides n'existent pas. Il y a des constructions almoravides, almohades, mérinides, saadiennes, alaouites. Mais les Idrissides ne sont pas là. Il y a un problème. Donc je me suis dit, je vais plonger pour chercher des réponses. Alors, les livres d'histoire, surtout l'archéologie. J'ai remarqué que la ville de Fès n'est pas née comme ça. La fondation, c'était la première fondation d'Idriss Ier, petite entité. En fin de compte, ce qu'on dit dans l'urbanisme, entre guillemets urbanisme, parce que c'est une discipline du 19e, 20e siècle. Ce qu'on dit dans l'urbanisme musulman, il a construit un Misr, pluriel Amsar, c'est-à-dire une ville-camp, où il a mis certains clans, certains fragments de tribus, etc., etc. Mais au fond, Idriss Ier est arrivé tout seul avec Rachid. Mais un homme seul, il fera quoi? Pas d'argent, pas d'assises tribales, pas de militaires, rien. Alors je me dis, qui était avec lui? Eh ben, c'est le Aouraba. Les Aouraba, c'est des Amazirs de Moyen Atlas. Donc c'est eux qui gouvernaient Walila à l'époque. Et comme il gouvernait Walili, il est arrivé en courant, en fuyant. Et c'était un arrière-petit-fils du prophète. C'est ça ce qui est génial, qui va donner des exemples à toutes les autres dynasties après, pas toutes, mais presque, jusqu'à aujourd'hui. C'est la filiation prophétique, Shorfa. Ils ont dit une tribu militaire assez forte. Pour convaincre les autres tribus, on va mettre un shrif, un imam, zaïdite, c'est-à-dire les chiites et zaïdites, à la tête. Driss II a construit la deuxième entité qui s'appelle Al-Alia. Donc lui, il a construit Fès. Driss II a construit Al-Alia, mais ils étaient enfermés. C'est-à-dire pas une ville, il n'y avait pas de ville à l'époque idrisside. Il y avait deux entités urbaines, semi-rurales. Ils construisaient avec la terre. C'est pour ça, tout ce qu'ils ont construit, ça a été détruit avec le temps. Il n'y avait pas de bâtiment. Les autres, ils ont commencé à construire avec la pierre, ce qui est resté. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas les moyens ou ils n'avaient pas de tradition pour construire avec la pierre. Donc c'était éphémère. Les gens vont me dire, ah, mais ils ont laissé la Kharawiyyin. C'est le dernier exemple, parce que sinon on n'a pas le temps. Mais la Kharawiyyin a été construite par Al-Khairawan qui sont venus vers 824. Ils ont construit un oratoire de 300 mètres carrés. C'est pas comment elle s'appelle, la Kharawiyyin d'aujourd'hui, 6000 mètres carrés. Et comme j'ai étudié l'architecture médiévale à travers Georges Duby, le temps des cathédrales, j'ai compris qu'un complexe comme la Kharawiyyin a besoin de plusieurs siècles. Ce n'est pas ni Fatima Fihriya, d'ailleurs que j'ai vu tous les auteurs, j'ai eu une liste ici des auteurs, du début de Fès jusqu'au XIVe siècle. Un jour, il y a un type se réveille, Abou Hassan, le Mérinide, lui a demandé d'écrire.
Il a demandé d'écrire l'histoire de Fès. Et il a fait naître un récit, un conte enfantin pour dire que voilà, Fatima el-Fihriya. Mais personne ne peut prouver le contraire jusqu'à maintenant. C'est-à-dire scientifiquement, ni dans les textes proches. La seule chose qui reste, c'est le minaret qui a été construit en pierre 150 ans après. Il n'y avait pas comment ils s'appellent, les vrais Idrissides des débuts. Parce qu'après Idriss II, les Idrissides ils sont fragmentés. Donc ils n'avaient pas beaucoup de pouvoir. Mais avec eux, ce qu'on appelle le royaume ou le quasi-royaume d'Idrisside, il y avait d'autres royaumes. Il y avait Nkour, dans le Rif. C'est un royaume sunnite. Il y avait les Bergouata, ils étaient plus forts que les Idrissides. Plus forts. Là, ils ont plus de richesses, mais ils avaient une religion qui n'était pas l'islam orthodoxe. On les a effacés de l'histoire. Il y avait Sijil Massa. C'était plus riche que les Idrissides. Et il y avait d'autres, je ne dirais pas royautés, mais presque des tribus bien structurées, les Meknassa, etc., qui cohabitaient avec les Idrissides. Donc je comprends que les Idrissides n'avaient pas un empire, n'avaient pas un territoire dynastique fort pour construire quelque chose qui est dur. Est-ce qu'on peut dire, à la lumière de ce que vous venez de dire, que l'histoire justement de Fès a été instrumentalisée à des fins politiques? Merci. Mais il faut avoir du courage pour écrire de l'histoire au Maroc. Parce que toutes les nations du monde, toutes les sociétés humaines, ils ont des mythes. Même dans la forêt équatoriale. Tous les grands anthropologues, Lévi-Strauss, tous les gens qui ont décrit les sociétés humaines, ils parlent des mythologies. L'État-nation moderne, né en Europe, en France, en Angleterre, etc., et s'est bâti sur des mythologies et des légendes pour façonner le territoire. Les frontières n'ont pas été reconnues en France, entre la France et l'Albanie, qu'après des guerres fratricides, des millions de morts, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, pour dire voilà l'Alsace et la Lorraine, ici, machin, ici. Mais dans les autres pays où on a introduit les frontières dépendaient des tribus qui payaient les impôts et de le nom du souverain qui était récité pendant la khutbah. Mais qu'est-ce que c'est qu'un roi à l'époque médiévale et jusqu'au 19e? C'est quoi un roi? C'est un chef, c'est un négociateur, un diplomate. Il ne va pas bâtir son empire qu'avec le sang. Impossible. Parce qu'il faut qu'il soit toujours sur ce terrain pour négocier. Moulay Ismaïl a passé 55 ans sur le cheval. Il ne peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens de communication, il n'y a pas les avions, il n'y a pas l'administration aujourd'hui qui fait le grillage ou la grille administrative, etc. C'était très très lointain. Mais on arrivait à avoir des empires comme les Almohades ou les Almoravides, un peu avec les Mérinides, c'est grâce à l'Assabiya. L'Assabiya, c'est la lignée agnatique, c'est des cousins. Les Hafsides de Tunis, c'était des cousins aux Almohades. C'est avec ça qu'on gardait un peu la surveillance du territoire. Mais au Maroc, qu'est-ce qu'il y a disons, ils ont créé de génial, qui a structuré la société jusqu'à maintenant, c'est le chérifisme, la sainteté. Ça, c'était très important de faire le lien entre l'Assabiya et chérifisme, Sharaf. Parce que chérif aussi, qu'est-ce que c'est qu'un chérif? Il est respecté, et en même temps, il donne des leçons de morale, et il aide les gens, il les conseille, et puis il leur donne la baraka, la bénédiction. Mais le chérifisme a joué un rôle plus important encore, à travers les zaouïas, les confréries, etc., dans l'histoire du Maroc. Entre guillemets, le Maroc, c'était l'empire chérifien. Et ils ont joué un rôle pour reconquérir les territoires, reconquérir les villes occupées par les chrétiens d'Espagne et de Portugal, etc. Et aussi maintenir l'ordre entre les dynasties. Donc les zaouïas, ils ont gardé un peu un équilibre. C'est ça. Et c'est pour ça que ça marche un peu mieux que les autres pays à côté. Parce qu'il y a ce mythe, ce sacré, cette bénédiction qui reste, qui contient les problèmes. Les Berbères respectent
les gens qui les respectent. Donc ils préfèrent la diplomatie que la guerre. Mais quand ils veulent faire la guerre, ils font la guerre. Voilà. Donc, même comme ça, le territoire n'a jamais été unifié. Même comme ça. Jamais. Il y avait des territoires de guerre, de Siba, et des territoires de Marzen. Tout le temps, comme ça. Et tout évolue. C'est mouvant. Moulay Idriss, il était chiite ou sunnite? Moulay Idriss Ier, quand il est arrivé, à l'époque, tout le monde s'opposait au sunnisme de Bagdad, comment on appelle ça, des Omeyyades de Damas et après des Abbasides de Bagdad. Ils étaient tous ou bien chiites ou bien kharijites. Mais dans le chiisme, il y a plusieurs écoles. C'était un chiite, disons, proche de sunnisme. C'était un chiite zaïdite, très modéré. Mais là, quand il est arrivé, il a trouvé que tout le Maghreb était en ébullition contre l'Orient. Les Maghrébins, les Marocains, ils se sont révoltés, ils ont fait 2 fois la guerre contre le calife de Damas. Et ils l'ont expulsé définitivement. Et depuis ce temps-là, plus aucun oriental n'a gouverné le Maroc. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur l'origine linguistique du mot Fès? Voilà. Et Fès ne peut pas être la pioche. Impossible. Ça, j'ai étudié tous les noms des villes musulmanes. Un souverain arabe qui va donner le nom d'une ville qui va devenir prospère, capitale, la pioche, c'était un terme amazir. Terme amazir. Ça veut dire, j'ai oublié, c'est les cours d'eau, c'est ça? Les cours d'eau, les branchements d'eau, etc. Un petit mot de la part de Jean-Claude. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, je suis très fier et très heureux d'avoir participé et avoir fait ce livre avec Mohamed Metalsi. Je pense que ce livre, c'est 500 pages, 90 photos. Mais c'est un livre qui est un monument dans l'histoire de Fès et bien évidemment dans l'histoire du Maroc. Mohamed bouscule les mythes, a pris son petit pinceau, sa truelle d'archéologue, il a creusé. Je pense que ce livre fera histoire, il marquera le temps dans l'histoire du Maroc. En tout cas, je suis très heureux d'avoir participé à ça avec toi, Mohamed. Merci beaucoup.